Il y a des tragédies véritablement advenues dans un passé lointain, dont on se demande pourquoi elles n'ont pas retenu la conscience mondiale et les scénaristes d'Hollywood. Celle du Batavia est l'une d'elles, pleine de bruit et de fureur, de gentils et de psychopathes, avec une belle héroïne et un chevalier du bien, des péripéties à peine croyables et un parfait dépaysement. Surtout, elle est riche d'enseignements, une véritable expérience de laboratoire montrant comment un petit groupe déterminé et malfaisant peut prendre le contrôle de centaines de personnes et entreprendre leur extermination. Racontons cette histoire ancienne et tragique, mais si instructive pour comprendre comment se développe l'oppression et lui résister, et aussi pour que des centaines de personnes ne soient pas mortes en vain. L'histoire commence en 1629 à Amsterdam, quand le navire Batavia prend la mer. Ce vaisseau, alors hors du commun par ses dimensions, appartient à la Compagnie hollandaise des Indes orientales, la VOC. Les Pays-Bas font le commerce des épices avec Batavia, l'actuel Jakarta, et le vaisseau, qui est le plus grand jamais construit, emporte avec lui plusieurs centaines de passagers, des soldats, des ouvriers spécialisés et des denrées européennes. À son bord, il y a le capitaine Arjen Jacob. Ce loup de mer n'est pas le chef de l'expédition. La compagnie qui frette le bateau a nommé au-dessus de lui son représentant, le subrécargue François Pelsart. Or, les deux hommes se connaissent et se détestent. Les malheurs qui suivront seront liés à cette erreur de casting. Une jeune passagère est avec eux, Lucretia Jansdochter. Le malheur semble suivre ses pas. Elle vient de perdre successivement ses parents, puis ses 3 enfants, emportés en bas âge par la maladie. Elle part pour rejoindre le seul être qui lui reste, son mari, fonctionnaire à Batavia. Il y a aussi un pasteur, sa femme et leurs 7 enfants, des employés de la VOC et parmi eux, un secrétaire au passé sulfureux, Géronymus Cornelis. Le voyage doit durer plusieurs mois et ce Cornelis, esprit machiavélique, perçoit assez vite le parti qu'il pourra tirer des dissensions qui se sont très vite manifestées entre les deux chefs. Il forme un embryon de mutinerie dont le capitaine fera partie. Il s'agit de s'emparer du vaisseau, de se débarrasser du subrécargue et de ses fidèles, avant de rallier un port appartenant aux Portugais, adversaires des Hollandais, et de se partager le butin de la cargaison. Le plan des mutins est de provoquer un scandale qui entraînera de sévères punitions et de faire éclater le complot au moment du châtiment. On choisit donc d'agresser la belle Lucretia un soir qu'elle prend le frais sur le château arrière. La jeune femme est traumatisée, mais contrairement aux prévisions,
François Pelsart ne commande pas d'enquête ni de rétorsion. Les révoltés décident de récidiver après l'escale du Cap en Afrique du Sud. Or, à peine entré dans l'océan Indien, François Pelsart tombe gravement malade, au point de s'aliter pendant plusieurs semaines, et l'on s'attend à ce qu'il rende l'âme un jour ou l'autre pour s'emparer du navire. Mais contre toute attente, celui-ci finit par se rétablir et reprendre le commandement. Les mutins s'apprêtent à passer à l'acte quand la catastrophe se produit. À la suite d'une erreur de calcul du capitaine dans une zone non cartographiée, une nuit, le Batavia s'empale sur un récif corallien. La panique générale donne lieu à des scènes d'anarchie. Les marins et les soldats se saoulent. Quand le soleil se lève, le vaisseau n'a pas encore sombré et l'on s'aperçoit que des îlots plats et déserts sont en vue. C'est l'archipel des Abrolhos, au large d'une Australie dont on ne soupçonnait pas encore l'existence. On entreprend de transporter tout le monde et ce que l'on peut sauver de victuailles, d'eau douce, d'armes et d'objets divers sur le plus accessible des îlots. Le Batavia mettra plusieurs jours à couler complètement. Avant cela, toutefois, le subrécargue et le capitaine, accompagnés d'une cinquantaine de personnes, ont pris la chaloupe de secours, une embarcation à voile, pour partir chercher du secours plusieurs milliers de kilomètres au nord, vers l'insule Inde et Batavia. Restés seuls sur l'archipel, les naufragés s'organisent. Ils se donnent pour chef le plus haut placé dans la hiérarchie de la VOC, et c'est Geronimus Cornelis, un déséquilibré. Au début, il se montre compétent et organise la survie du groupe. On dresse des tentes, on organise le rationnement, soigne les malades. Pourtant, tout va virer à la tragédie. Geronimus a réquisitionné toutes les armes disponibles et s'en est réservé l'attribution. Il a compris que les provisions et l'eau douce tirée de l'épave seront insuffisants pour tant de monde. Il décide de répartir les gens sur différents îlots, mais ces malheureux y sont abandonnés sans eau ni nourriture. Ils survivront en capturant des oiseaux et des phoques. Heureusement pour eux, il pleuvra assez rapidement pour les désaltérer. Parmi les soldats, le nouveau chef a identifié ceux qui sont insensibles à son charisme. Il les affecte sur la plus grande île, l'île Haute, appelée ainsi parce qu'elle est accidentée, dont on a vérifié qu'elle ne recelait pas d'eau potable. De ce groupe de condamnés, un soldat équilibré, Vib Ice, prendra la tête. S'ils trouvent de l'eau, ils doivent le faire savoir par des signaux de fumée. Une fois débarrassés des gêneurs, Cornelius et son groupe de soldats fidèles commencent à semer la terreur. Pourquoi? Nous ne le saurons sans doute jamais. La folie criminelle se déploie à ciel ouvert. On se débarrasse des bouches inutiles, des malades, par le meurtre, des autres par la noyade ou le poignard. Geronimus force la belle Lucretia, qui s'est distinguée dans l'organisation des secours, à devenir sa maîtresse, sous peine d'être livrée à ses hommes. Les femmes ordinaires sont, elles,
mises à la disposition des soldats pour qu'ils en usent à leur guise. Des scènes atroces se déroulent, dont nous ne retiendrons que quelques-unes. Un nourrisson agit trop fort, Cornelius l'empoisonne. Il y a un jeune couple de parents d'une fillette de 6 ans. Le nouveau chef les invite à dîner pendant qu'un de ses séides égorge la petite. Plus tard, il fait violer et massacrer l'épouse infortunée. Son mari se ralliera, en vain car il sera tué à son tour quelques jours plus tard. La famille du pasteur est exterminée elle aussi, et l'homme d'église se mettra au service du tyran pour sauver sa propre vie. Un adolescent surexcité réclame de pouvoir lui aussi abattre quelqu'un. On lui désigne un apprenti charpentier, mais il ne parvient pas à le tuer avec sa hache, et il faut qu'un soldat vienne décapiter la victime à sa place. Les horreurs se succèdent, et les survivants n'ont qu'un désir, ne pas attirer l'attention de la meute. Ici, comme à Auschwitz, il n'y a pas de pourquoi. La fantaisie d'un tueur peut vous conduire à une mort immédiate. Des dizaines de malheureux périront alors. Les déportés de l'île Haute, cependant, y découvrent des fruits, du gibier et des sources d'eau. L'intègre Wib Hayes, leur chef, lance alors les signaux de fumée convenus. Des naufragés déportés sur des îlets stériles, les apercevant, se jettent à la mer pour rejoindre leur groupe. Ce que voyant, Géronimus lance une embarcation vers eux et ils passent tous au fil de l'épée dans la mer et sur l'île. Wib Hayes et les siens entrevoient alors la folie qui s'est emparée des rescapés et décident de se défendre d'une éventuelle attaque avec des armes de fortune. Cornelius, en effet, lance un premier assaut qui est repoussé. Confiant dans son charisme, il suggère une rencontre avec ses rebelles et commet l'erreur de s'y rendre avec 2 hommes seulement. Il est capturé. Et ses complices sont abattus. On le jette au fond d'un trou où il est gardé prisonnier. Les assaillants se donnent un soldat pour nouveau chef et ils entreprennent un nouvel assaut qui est sur le point de l'emporter quand une voile paraît à l'horizon. C'est le vaisseau de secours, le Saardam, commandé par François Pelsart. Parti à bord de la chaloupe 3 mois plus tôt, il a réussi l'exploit maritime de rallier Batavia et de retrouver le site du naufrage. Il ne se doute nullement de ce qui est advenu depuis son départ. Les mutins sont contraints de se rendre. Pelsart organise des interrogatoires et le procès qui se tient sur place. Ce sont les précieuses minutes du jugement qui ont permis de reconstituer le déroulement du cauchemar. La population a été réduite de moitié depuis son départ et témoigne. Cornelius et ses principaux affidés sont condamnés à mort et lui-même a les mains tranchées avant d'être pendu. Au moment de l'exécution, Lucrezia demande à lui parler et lui murmure quelques paroles dont on ne saura jamais rien. Entre le naufrage et la pendaison ne se sont écoulés que 3 mois. Les autres complices seront jugés et condamnés à Batavia. À son arrivée là-bas, la malheureuse Lucrezia aura l'infortune d'apprendre la mort de l'époux qu'elle venait rejoindre. Elle se remariera pourtant et retournera aux Pays-Bas, où elle vivra encore une 50aine d'années, la dernière de la centaine de rescapés de la macabre aventure du Batavia. Elle emportera les derniers souvenirs vivants de cette épopée du mal. Sur ces îlots perdus, s'est joué à une échelle très réduite ce qui s'est tant de fois produit dans l'histoire. Une alchimie
entre un peuple paisible et traumatisé, un psychopathe audacieux et des circonstances exceptionnelles. Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.